Salut tout le monde. Donc ce soir je vais vous présenter ma méthode pour essayer de retrouver en fait la tension de sortie. Je dis bien de sortie d'une alimentation à découpage dont on n'a aucune information et qui est grillée, qui ne fonctionne plus. Donc là en l'occurrence c'est une alimentation donc d'une enceinte Bluetooth de sonorisation de jardin, donc qui contient une batterie au plomb de 12 volts 7 ampères-heure, donc les batteries on va dire assez standards qu'on retrouve dans les onduleurs, etc. Et qui est donc à la base aussi faite pour fonctionner en mode filaire à travers cette alimentation-là. Donc ici on retrouve du coup le bornier qui relie la phase et le neutre, et ici on a le bornier de sortie. Mais comme vous pouvez le voir, c'est une alimentation hyper bas de gamme sur lequel on n'a aucune information indiquée ni au-dessus ni en dessous, à part éventuellement une espèce de référence. Donc j'ai pas trop trouvé d'informations là-dessus. Donc là, je vais simplement vous présenter en fait ma méthode. Parce que là, j'ai une méthode pour essayer de trouver ça, que j'utilise de temps en temps. Et avant, je vais vous expliquer rapidement pourquoi cette alimentation-là est très très bas de gamme. Donc on va simplement reprendre le cheminement de la phase et du neutre pour comprendre. Donc phase neutre. Ensuite, on voit ici donc une absence du condensateur, donc de filtrage d'entrée. Ici, ils ont appelé un composant donc un peu arrondi VOR ou VDR, donc c'est une varistance qui est absente. Ici, il n'y a pas le bobinage de filtrage non plus, et ils ont été mettre des straps, comme ça au moins c'est réglé. Ici, on a quand même, ça c'est étonnant, je ne pensais pas qu'on aurait ça, mais on a quand même une NTC donc pour limiter le courant d'appel de démarrage de l'alimentation à découpage, donc en l'occurrence le courant d'appel pour charger le condensateur à la mise en route. Donc c'est une 5D11, donc 5D normalement c'est 5 ohms et 11 c'est le diamètre. Le condensateur, donc forcément marque inconnue, c'est un 100 micros. Donc 100 micros, donc ça présage très probablement une alim autour des 60-70 watts, très probablement. Le fusible donc qui est noyé dans une espèce de silicone là, qui lui est toujours fonctionnel, hein, le fusible n'a pas grillé. Ici, donc très probablement un MOSFET, mais je ne vais pas m'embêter à aller vous vérifier quoi que ce soit de plus. Et au niveau, on va dire, de la partie supérieure, voilà, il y a résistance, condensateur. Et donc le hacheur, il est... Voilà, je pense que c'est le machin qui est là, le tout petit composant à 6 pattes que voici. Je vais zoomer un peu. Voilà. Donc le petit composant à 6 pattes, et quand on regarde un peu au niveau de son schéma de câblage, dans le MOSFET il est là, donc les 3 pattes du MOSFET sont là. Donc a priori, donc la gate normalement elle est là. Donc il y a deux composants là, il y a une résistance et une diode, donc je pense, voilà, qui va ici. Voilà, donc il contrôle en fait la gate du MOSFET, et puis bon voilà, il y a du découpage qui se fait. Ensuite ici, on a l'isolation entre le primaire et le secondaire. Alors, je peux mettre un trait pour mieux voir. Voilà. Et comme toujours, normalement, entre le primaire et le secondaire, on a normalement un retour pour la régulation qui est fait par un optocoupleur. Voilà, donc on a bien un optocoupleur ici. Alors, qu'est-ce qu'ils ont été mettre? C'est un 817C, donc c'est un optocoupleur archi classique. Donc moi, quand je vois un optocoupleur, je cherche toujours, comme tous les composants type circuit intégré, donc toujours le petit détrompeur pour savoir où est la patte numéro 1. Et sur un optocoupleur, la patte numéro 1, c'est toujours le plus de la LED qui est dedans. Et la patte 2, du coup, c'est le moins de la LED. Et toujours en face, en fait, on retrouve le collecteur. Et après, en bas, on trouve du coup l'émetteur. Voilà, donc toujours ces deux points-là. Donc on y reviendra tout à l'heure, hein, je vous le dis comme ça pour le moment. Et ensuite, donc au niveau du secondaire, rien d'exceptionnel, hein. Il y a la diode, enfin ça c'est forcément la diode, donc c'est une grosse diode en TO220 qu'ils ont mis
Donc ce qui montre effectivement qu'il va y avoir quelques ampères qui sortent. Et au niveau donc des condensateurs, donc c'est du 35 volts 1000 micros, donc forcément la lime elle ne peut faire que moins de 35 volts. Et là bah, les trois condensateurs sont parallèles. Et là, là aussi c'est très drôle parce qu'en fait ils ont mis un strap ici et vu qu'ils auraient pu très bien tracer la piste, en fait je pense qu'ici il devait y avoir une bobine. Mais voilà, encore pour des raisons de coût, ils n'ont pas mis de bobine ici et ils ont mis directement un fil. Voilà, donc c'est vraiment une carte hyper au rabais. Et au niveau de la régulation, donc ça c'est l'optocoupleur qui informe le primaire quand le secondaire a atteint sa consigne. Et la consigne normalement elle est faite par un élément de type Zener de précision, sauf pour le frigo Brandt pour ceux qui ont vu la vidéo dessus. Donc je n'y reviendrai pas, mais voilà, c'était une Zener basique. Là il y a un truc à trois pattes. Est-ce que c'est le 431? Je vais voir, regarder le microscope. Alors, on a toujours trouvé un bon angle. Ouais, c'est bien le 431, donc la Zener classique à trois pattes, hein, donc la Zener de précision, donc qui est présente et donc qui permet en fait justement de faire conduire la LED quand celle-ci devient passante. Donc la LED passe aussi. Et on va chercher du coup à savoir à quel moment elle se déclenche et je vais vous montrer comment. Donc première chose pour faire un petit récap, je reprends le tableau pour vous montrer en fait l'objet de la mesure. Donc je vais uniquement me concentrer sur le secondaire. Donc je dessine la sortie du transfo. Donc le premier élément que la sortie rencontre, c'est une diode Scotty, je ne sais plus comment ça se prononce, c'est toujours un petit peu ennuyant à lire. Donc là on a le condensateur, bon en l'occurrence là on en a 3 normalement. Et ensuite voilà, c'est vraiment le schéma de principe basique quoi, pour la sortie d'une alimentation à découpage. Et il ne faut pas oublier bien sûr le retour de régulation. Donc je vais retirer un fil ici on va dire, et puis un fil ici. Voilà, donc le retour de régulation donc il se fait par l'optocoupleur donc, et la Zener. Donc il y a la Zener qui permet en fait de bloquer et de laisser passer à partir d'une certaine tension. Et ensuite schématiquement voilà on a voilà là c'est l'opto. Donc c'est très très basique, mais voilà en gros pour schématiser. Donc après lui il a sa consigne sur sa troisième patte pour la précision. Donc en gros donc on a le plus de la sortie qui attaque donc le moins de la Zener. Et la Zener donc elle est programmée pour une valeur. On pourrait d'ailleurs regarder, mais là moi je préfère quand même faire les mesures directement pour être sûr. Et ensuite elle devient passante, et en devenant passante, elle va pouvoir alimenter la LED au niveau de l'optocoupleur, et l'optocoupleur va donc saturer le transistor qui est de l'autre côté pour dire au primaire d'arrêter le découpage. Et quand le découpage est arrêté, du coup la tension est redescend, donc en fait pour faire un petit peu l'ondulation résiduelle, ça fait, bah, voilà, ça fait un truc comme ça, hein, comme d'habitude. Donc là, l'optocoupleur est coupé, donc la diode n'est pas allumée. Là, on atteint le seuil où la LED s'allume. Du coup, comme elle s'allume, le primaire arrête de travailler. En arrêtant de travailler, ça dégringole jusqu'au seuil où ça reprend l'activité au primaire puisque la LED s'est éteinte. Voilà, donc là, l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, justement, c'est d'analyser le seuil ici et puis le seuil ici. Donc on va le regarder, je vais vous montrer comment, mais si vous avez un petit peu vu le schéma de principe, on peut voir, et ça c'est une chose que je fais aussi, en fait, qu'on peut injecter directement une tension avec une lime de labo sur une sortie d'alimentation à découpage, puisqu'en fait ça ne va rien faire de spécial vu que la diode ici empêche d'aller plus loin
et ne va pas jusqu'au transformateur et donc ne fait pas de court-circuit sur une injection d'alimentation. Et le deuxième petit point qu'on peut aussi vérifier, je fais aussi moi de mon côté, c'est qu'avec par exemple la pince LCR, eh ben on a accès tout bêtement au conduit de sortie en fait. Même si on a des bobines, on a quand même accès à sa valeur. Donc on va tout de suite faire cette vérification là pour vous le montrer. Donc évidemment, avant toute chose, être sûr, mais bon, comme là ça fait longtemps que l'appareil ne fonctionne plus, je pense que le voltage ici, il n'y a plus rien. Voilà, je vais allumer l'écran. Voilà, bon bah là on est à 5 millivolts, donc autant dire qu'il n'y a rien. Donc j'allume. Voilà, elle est bien en auto. Et donc là on devrait trouver la somme des trois condos, je pense. Voilà, donc on a 1400 microfarads, hein, lui il a mis en milli, mais c'est la même chose. Donc je vais garder, puisqu'il est en auto-hold par défaut, je l'ai mis dans les menus. Et on va comparer au multimètre. Toujours intéressant de voir la mesure en dynamique et en statique. Voilà, donc on a mis, je vais le mettre en auto-hold aussi. Voilà, donc on a sensiblement les mêmes valeurs. Et au niveau de l'ESR, on était à 60 milliohms, donc a priori, après on a 3 en parallèle, donc c'est un petit peu de la triche pour l'ESR forcément, puisque quand on a des résistances en parallèle, la valeur globale diminue. Donc ça ne veut pas forcément dire que tous les condos sont bons, il peut y en avoir un qui est défaillant et les deux autres compensent en fait du fait de la mise en parallèle. Donc compense en fait la défaillance d'un des trois. Voilà, donc c'est aussi l'avantage, l'inconvénient. Donc gros avantage d'en mettre plusieurs en parallèle, c'est que le SR il diminue par rapport à un condo seul. Mais l'inconvénient effectivement, bah, c'est qu'il peut y avoir une compensation de valeurs qu'on ne voit pas forcément si on les dessoude pas un par un et qu'on les vérifie un par un. Voilà, donc ça c'est la première vérification donc, que je voulais vous montrer. Donc entre le plus et le moins, donc forcément on n'a pas besoin de regarder la polarité pour faire ce test. Donc en fait on attaque en faisant ça le condensateur de sortie. Donc c'est valable pour n'importe quel transfo à découpage. Donc toujours intéressant de pouvoir tester des transfos sans avoir à les démonter au niveau du bornier de sortie. Et le deuxième point, donc justement, bah, ça va être l'injection de l'alimentation ici. Et ce qu'on va faire justement, on va revenir à l'optocoupleur. On va vérifier à quel moment elle va être mise en conduction. Et c'est là qu'on va pouvoir en déduire la régulation haute et basse qui est faite par l'optocoupleur. Voilà, donc je vais mettre l'alimentation. Voilà, je vais mettre, voilà, j'avais commencé. Donc je vais mettre des fils comme ça. Donc bien respecter évidemment la polarité, hein, donc moins sur moins, plus sur plus, sinon hein, ça va créer des problèmes, des courts-circuits, etc. Les courts-circuits, puisqu'en fait on va être dans le sens de la diode, donc la diode va se mettre à conduire. Là je réfléchis à comment je vais faire pour vous montrer en même temps le voltage. Sinon je vais mettre l'alimentation là. Et je vais mettre le deuxième multimètre dessus. De toute façon c'est les mêmes fils. En fait j'ai plusieurs fils sur la sortie de l'alimentation. Je sais que comme je m'en sers pas mal, je vais faire comme ça. Voilà, donc là par exemple j'ai 3 volts. Parce que je l'ai paramétré pour qu'elle démarre à 3 volts et 100 milli, comme ça je n'oublie pas. Au cas où je l'allumerai, si j'ai mis 20 volts la précédente fois, je sais qu'elle redémarre à 3 volts, donc il n'y a pas de souci. Donc je l'allume pour vérifier qu'on a bien les 3 volts. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de pincer en fait au niveau de l'optocoupleur ici. Alors, je vais mettre des petits grip fils. Donc le plus, il est en haut. Et normalement, donc en faisant ça, en augmentant doucement la tension, on devrait avoir à un moment justement la diode qui, voilà, la LED de l'optocoupleur qui se met justement. Voilà, donc le noir, besoin de la lumière là. Donc là, j'ai le retour du voltage de l'alimentation.
Et ici, j'ai le voltage aux bornes de la LED de l'optocoupleur. Donc on va voir à un moment donné, ici, vu qu'il y a bien une 431 qui est derrière, ça devrait monter quasiment en ligne droite verticalement, quoi. Et pas un truc tout doux comme ça, comme on aurait l'habitude de le voir. Donc 3 volts, on va voir. Donc 3 volts, on a que du 0. Donc je vais augmenter un peu plus fort, je vais mettre 12 volts. Voilà, donc à 12 volts déjà, bon, on est à 7 millivolts, on va dire 8 pour arrondir. Mais on a un petit voltage qui remonte dans la LED de l'optocoupleur. Voilà, donc je vais continuer. Donc on voit, je suis à 16 volts, 15,99, 16,99, 17. Et là ça continue à monter, mais on n'a pas encore de bascule franche. Donc là, 19 volts, 20 volts. Ah, voilà. Donc là, déjà, il y a une chose qui vient de se passer entre 20 et 21. Du coup, ça, on est à 21. Je repasse à 20. Voilà, donc là, la LED, elle est éteinte. 38 millivolts, on n'allume pas de LED avec aussi peu. Par contre, 1,25 V, là, il n'y a pas de souci, on allume une LED. Donc en fait, la régule, elle se situe entre 20 et 21 volts. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la virgule. Donc je vais passer sur la centaine de millivolts. Donc je suis passé à 20 volts. Je vais augmenter de 0,1. Voilà, donc je suis à 20,09. Là, ça commence déjà à monter fortement. Et là, je suis normalement en conduction. 1,20 V, normalement la LED elle doit conduire. Voilà, et donc à 20 volts 40, là on a vraiment la conduction 1,25 V. Donc je vais noter. Alors là, ce que je peux faire aussi, c'est de changer encore le. Je vais redescendre à 20 et je vais bouger en fait les dizaines de millivolts pour essayer d'affiner en fait le moment où ça bascule. On va dire un 25 pour vraiment bien prendre la bascule franche. Donc là, je monte. Voilà, là, la Zener elle est en train de se réveiller, là, la 431. Là, je suis à 20-30. Bon, moi, je vais arrondir, ouais. Bon. On va dire 20 volts 34, 35. Voilà, donc la bascule haute, donc au moment où la LED s'allume, c'est 20,35. Voilà, et donc quand on est arrivé là, maintenant, je vais redescendre doucement et on va regarder en fait à quel moment la LED ne s'allume plus. Pour l'instant, c'est toujours bon. Normalement, il y a une hystérésis qui est présente. Donc une valeur pour l'allumer et une deuxième valeur pour s'éteindre. Donc 1 volt 0,9. Là, il faudrait en fait. Je vais aller chercher le Brayman. Une petite pause. Un troisième multimètre, la raison en fait, c'est pour mesurer la sortie de l'optocoupleur. Parce que ça va nous donner en fait. Donc je vais me mettre en mode diode. Voilà. Et comme celui-là il bip aussi en mode diode, bah ça c'est très bien. Donc on va voir en fait. Je vais me remettre du coup à 20,35 pour être sûr qu'il est saturé. Voilà. Donc là, normalement, on a forcément sa saturation. Voilà. Donc le Brayman il râle. Je vais avoir du mal parce qu'il y a une espèce de silicone de ce côté-là aussi. Et en fait, il faudrait que je reste comme ça. Ça va casser les oreilles, et que je redescende jusqu'à ce que ça ne bip plus.
Voilà, donc là, ah bah là on a bien une coupure franche de la LED, donc en même temps, j'ai même pas besoin de regarder au bip. Je vais remonter, je suis peut-être descendu trop vite. Donc je vais remonter à 20,35 comme j'ai mis sur le tableau. Voilà. Et puis je vais redescendre doucement et puis je vais remesurer au fur et à mesure. 20,30, bon, on a toujours la même chose. Voilà. 20,25, on n'a plus que 1,11 V. On va regarder si le collecteur et l'émetteur sont toujours en lien. Oui, donc ça bip toujours, donc c'est toujours en saturation. Donc ça veut dire que la LED elle s'active avant 20,35. Donc je vais reprendre la mesure du coup dans l'autre sens. Donc 1,06. Je vais regarder. Donc 1,06, on a encore un passage de voltage. Voilà, on a 0,13, 0,14. Donc le transistor n'est pas encore complètement ouvert. Il n'est pas en saturation complète, mais ça peut suffire pour continuer à arrêter le découpage au primaire. À 0,5, normalement, il n'y a plus de LED. 0,9, je sais pas, on va voir. Non, 0,9, on n'a rien. Donc, du coup, la bascule se situe à 20,20. Donc là, je suis à 20,20. Donc, je vais rebiper le collecteur et l'émetteur. Voilà, donc là on a 0,2 volts au niveau de la jonction entre le collecteur et l'émetteur. Donc je pense que 0,2 volts c'est suffisant pour le primaire pour arrêter en fait le découpage. Donc en fait la régule elle se ferait plutôt autour de 20 volts 20. À partir de 20-20 la LED elle conduit en fait. Donc on voit il y a 1 volt, ce qui est suffisant. Les optocoupleurs c'est sensible. 20-20 et du coup elle se déconnecte vraiment très très tôt. Parce que 20-19 on a encore à peu près 1 volt. Et là, ça dégringole, donc la petite Zener, la 431, elle fait bien son travail de commutation brutale. Voilà, donc là, j'ai plus de conduction du collecteur et de l'émetteur, là. Voilà. Donc en gros, donc on a 20-20 ici. Bon, je vais le réécrire ici. 20,20. Et ici, on a donc 20,18. Voilà, donc à vide, normalement, si l'alimentation fonctionnait, qu'on mettrait un oscilloscope sur la sortie et qu'on passe en suppression de la composante continue, on devrait avoir en fait une ondulation résiduelle de la différence entre les deux, c'est-à-dire 0,02 volts. Avec un centre du coup à 20,19 quoi. Voilà. Donc en fait on aurait un signal droit sur 20,19 avec une ondulation de 0,01 ici et moins 0,01 ici, ce qui retombe aux valeurs ici. Voilà, donc un petit peu comment je fais en général quand j'analyse ma découpage, enfin en général de manière, même tout le temps quand j'analyse ma découpage que j'arrive pas à trouver du tout son voltage de sortie, comme c'est le cas pour celle-là. Donc je prends l'alimentation de laboratoire et j'injecte en fait une tension et puis je monte tout doucement jusqu'à trouver en fait le moment où la diode Zener de précision commute pour autoriser la conduction de la LED. Et ensuite je cherche son point où elle s'arrête pour pouvoir savoir justement l'ondulation résiduelle de l'alimentation. Donc toujours ça c'est des mesures à vide parce qu'en charge ça change un peu quand même. Et effectivement j'ai habituellement besoin de 2 multimètres pour le faire. Donc un pour en fait tout simplement mesurer comme on vient de faire là
sur l'optocoupleur, donc le voltage de la LED, et le deuxième, la sortie de l'optocoupleur. En fait, tout se base sur l'optocoupleur, parce que c'est lui qui donne l'info au primaire, à travers le secondaire, d'arrêter ou non le découpage. Voilà, petit complément d'information donc concernant cette alimentation-là, donc qui est vraiment nulle. Comme je disais, je ne vais pas la réparer, elle va partir à la poubelle, hein, cette alimentation-là. Par contre, donc, après avoir mesuré les tensions, comme je vous ai montré avec ma méthode, je vous reprends le tableau ici. Donc on a besoin en gros de 20 volts 19, donc autour de 20 volts, 19-20 volts. Donc on a plusieurs méthodes hein, pour remplacer cette alimentation-là, puisque j'ai estimé, vu la taille, qu'elle doit faire autour de 60-70 watts. Donc on peut, éventuellement, donc on peut prendre une alimentation de PC portable, par exemple, hein, une officielle évidemment, parce qu'elles sont de très bonne facture, les alimes de PC portable. En général, on trouve des 19 volts avec 65 watts. Mais maintenant que l'USB-C est présent, et d'ailleurs j'avais fait une de mes premières vidéos, première longue vidéo sur le thème de tout savoir sur l'USB-C, et ben ce que je vais faire, je pense, je vais proposer ça aux copains à qui appartient ce truc-là, donc d'acheter en fait un chargeur USB-C, s'il n'en a pas déjà un, s'il en a déjà un, bah, tant mieux. Un comme j'avais présenté, donc par exemple là le Anker 100 watts en GAN, un vrai GAN, hein, pas un GAN d'AliExpress. Et donc avec l'USB-C et un câble qui permet de déclencher en fait les 20 volts, parce qu'un USB-C de base, hein, comme j'expliquais dans ma vidéo, est en sommeil, hein. Il faut que quelqu'un le réveille de l'autre côté pour qu'il s'active, sinon il n'y a rien qui sort. Je vais vous le montrer tout de suite, ou remontrer tout de suite, pour ceux qui avaient pas vu, qui ont déjà vu la vidéo précédente. Donc je branche le chargeur, donc mon alimentation là elle est éteinte, je l'allume. Voilà, donc il y a eu le petit pic de démarrage, et puis là voilà, elle est en route. Et là, donc si je mets un testeur, d'ailleurs c'est l'occasion aussi de vous montrer le nouveau que j'ai acheté. Alors petite parenthèse, j'ai essayé pas mal de modèles que j'ai renvoyés, notamment celui qui fait un peu la hype en ce moment, un Power Z dans le même format, mais il est vraiment nul, donc je sais pas pourquoi les gens ils sont très fans de ce modèle. Celui-là, le Lien-Tech qui est sorti là, il est chouette, et en plus, contrairement au Power Z, il est capable de tester les câbles, les résistances internes des câbles. Voilà, donc et ils ont fait un truc qui est pas mal, c'est que par rapport à mes Raiden habituels, hein, que vous voyez régulièrement aussi, celui-là ou celui-là pour l'USB standard, donc là en fait il leur faut une charge électronique pour pouvoir fonctionner. Donc la charge qui va avec, souvent je l'utilise. Donc c'est Raiden aussi, c'est la même marque que mon alim de labo. Donc voilà, en fait on les met ensemble, et puis après on intercale le fil. Donc schématiquement on mesure d'abord la valeur en direct, et après on intercale le câble et il y fait la soustraction avec EU égale RI et tout ça, et puis il en déduit les milliohms du câble. Donc voilà le principe de base de mesure. Et sur l'Alien Tech là, ils ont ajouté un petit truc, c'est que tout bêtement ils ont mis une résistance dedans de puissance qui tire en fait à peu près 400-500 mA, et qui permet en fait directement de mesurer la résistance interne de lui-même. C'est-à-dire qu'en fait il mesure à vide, et après il active la résistance interne, et il fait la différence directement sans avoir besoin de charge électronique. Voilà, donc ça c'est PowerZ, ils connaissent pas. Donc voilà, donc si je vous mets le testeur ici, on va voir rien du tout, puisqu'en fait l'USB-C n'est pas actif quand il n'y a personne qui lui demande de s'allumer. C'est les vrais USB-C, les USB-C ancienne génération, ou les faux, ils démarrent direct. C'est-à-dire qu'il y a le 5 volts qui circule. Donc sur l'Alien Tech, on peut forcer en fait, comme d'ailleurs sur le Raiden. Donc le Raiden c'est un bouton mécanique, un on-off, qui est là. Et sur l'Alien Tech, en fait, on reste appuyé sur le bouton, et puis là, il demande en fait si on veut garder allumé ou si on veut l'éteindre. Voilà, donc là, je lui ai dit pendant 5 secondes, donc il va rester allumé 5 secondes, et il va s'éteindre. Voilà, et puis en plus, ça je l'ai aussi remarqué, ils ont mis un super capaciteur dedans qui fait qu'en fait, il a une petite réserve d'énergie pendant quelques secondes, mais je crois que par contre, le Power Z, il a aussi. Voilà, donc là, bah, je vais le rallumer.
et je vais le laisser en keep power on. Donc là, du coup, il active une résistance en fait de tirage pour réveiller le port USB-C. Voilà. Bon après, comme tous ces testeurs là, le voltage, ça me fait rigoler, quelle que soit d'ailleurs la marque. Ils mettent trop de chiffres après la virgule et de toute façon ils sont faux à partir du troisième, le quatrième et le cinquième. Quand on voit celui-là qui coûte une fortune et qui est calibré avec un certificat, à chaque fois je vérifie avec lui et c'est toujours décalé. Donc moi ça me fait rigoler de mettre autant de chiffres. Il ferait mieux de se concentrer, peut-être d'agrandir les chiffres ou d'améliorer d'autres fonctionnalités plutôt que de se casser la tête à mettre 10 chiffres après la virgule, sachant que les 6-7 derniers sont faux. Donc voilà, petite parenthèse sur ces testeurs-là. Donc du coup là je le débranche et donc là le supercapacitant qui fait son travail. On va attendre qu'il se décharge. Voilà, je le rebranche. Et là, donc comme on peut le voir, il est complètement éteint et c'est pas moi qui va le forcer. Je vais juste brancher en fait ce câble-là, donc que je vous remontre. Donc c'est le câble de la même marque que mon chargeur, donc, pour lequel j'ai fait une remontée pour le bug du firmware, pour ceux qui l'ont regardé, mais c'est pas forcément très intéressant en soi. Donc c'est la marque Toolkit RC, et, je crois que c'est le SC100 ce câble. Donc en fait, l'objectif c'est de débrider le chargeur qu'on met dessus, ou une powerbank, n'importe, au maximum de ses capacités jusqu'à 100 watts. Voilà, donc là je branche le câble. Voilà. Alors je vais lever ma prise, on verra peut-être mieux. Voilà. Donc là, on a les infos sur la négociation qui a été demandée par l'appareil qui est branché, donc en l'occurrence le câble. Donc négociation demandée par le câble, 20 volts, 5 ampères. Le chargeur en lui-même, voilà, pour le 20 volts, il sort 19,58, 19,60, voilà. Donc, et puis le câble demande 100 watts, comme on peut le voir ici. Bah, en même temps, il a juste fait la multiplication, hein. Donc 20 x 5, 100 watts. Et puis le protocole de négociation qui est dans le câble, donc au niveau de la puce, hein, c'est le fameux Power Delivery 3, donc c'est la norme USB-C. Puis bon, là on a les voltages des différents pins qui sont câblés ici. Voilà, donc là on voit aussi le sens de la flèche, donc on voit, parce qu'il est bidirectionnel ce testeur, on peut brancher n'importe quel côté, ça marche. Donc on voit en fait la flèche, focus, voilà, la flèche qui sort, qui va par là-bas. Et par exemple, si on le branche à l'arrière d'un téléphone, du coup le chargeur, forcément il sera branché là, donc la flèche elle ira vers le côté gauche, ce qui est logique. Voilà, donc à partir de là, on voit donc que normalement il est censé débiter 19 volts. Ah, voilà, au moins la lime va servir à quelque chose, elle sert de cale. C'est le seul usage qu'elle peut avoir. Donc comme on peut voir, plein de chiffres après la virgule, et donc le multimètre derrière, multimètre calibré. Voilà. Donc je vais mettre la lumière, ça verra mieux. Je vais mettre le trigger auto. Voilà, donc 19, 58, 6. Et là, voilà, il n'arrête pas de bouger entre 19, 58, 19, 59, 19, 60. Donc voilà, après je sais qu'il a des fonctionnalités aussi d'oscilloscope qui sont vraiment pas mal. Par contre, les menus, donc il faut revenir ici. Donc je vous profite pour faire une petite présentation. Bien sûr, je l'ai acheté avec mon argent, hein. J'ai personne qui me donne des appareils à tester. C'est pas du tout le. Voilà, ma chaîne, elle n'est pas là pour ça. Voilà, donc on a le Ripple ici, donc qui est plutôt bien représenté. Donc c'est vrai qu'il faudrait le comparer avec l'oscilloscope. Mais voilà, donc ça explique pourquoi probablement le multimètre, il voit pas le Ripple. Lui, il le voit parce qu'il échantillonne plus vite. Voilà, voilà. Bon, là, on a une idée. Voilà, le trigger est pas terrible, mais bon, c'est pas un vrai oscillo. Mais voilà, donc on a une idée du pourquoi ça fluctue un petit peu au niveau de la tension. Donc voilà, et puis bah, si je retire le câble, voilà, on perd tout. Et puis c'est le condensateur, le gros condensateur qui est en train de prendre le relais. C'est pour ça que le contraste est en train de dégringoler. Voilà, et bah ça va terminer la vidéo. Donc je vais proposer cette solution là aux copains. Donc plusieurs avantages. Chargeur de téléphone, peut-être qu'il en a déjà un.
et puis juste un câble de déclenchement. Et je mettrai donc le connecteur XT60 sur l'enceinte, et puis bah, comme ça lui fera un truc bien plus fiable que cette espèce d'AliExpress chinoiserie ultra bas de gamme, ou Amazon Marketplace, ou eBay, voilà, des trucs de ce type-là. Et là, du Anker en GaN en 100 watts fiable, là, il n'y a pas de problème. Mais je pense que je vais prendre plutôt du green, hein, parce que celui-là, il est embêtant avec sa prise qui se replie. Alors c'est bien pour le transport, mais des fois, voilà, quand on manipule, le truc il se plie. Voilà, voilà. Donc bah, ça termine pour le coup réellement la vidéo. Donc je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura intéressé. Et puis voilà, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis bah, à bientôt pour d'autres aventures. Voilà, allez, salut!